On passe à la deuxième partie, parce qu'on pourrait parler de tourisme une partie de l'après-midi, probablement. Les opportunités d'affaires et les zones d'emploi sur le territoire du Grand Sud-Ouest. Vous avez 2 minutes chacun à tour de rôle, en commençant par Jean-François Parenteau. En fait, l'avantage du Grand Sud-Ouest, c'est je vous dirais que le côté banlieue, que ce soit peu importe les arrondissements, que ce soit le Sud-Ouest, La Salle, La Chine ou Verdun, on n'est pas dans le centre-ville, mais la proximité, les axes routiers qui sont à proximité permet d'avoir une vie de quartier. Puis tantôt, Mme Barbe le disait très bien, c'est la vie, c'est ce qu'on peut aller chercher, la vie de quartier, le côté intéressant, très humain de nos quartiers sans voir le brouhaha des fois du centre-ville. Alors, c'est une plus-value pour des entreprises qui veulent s'installer. On a une complémentarité aussi des arrondissements. Je prends l'exemple avec la nouvelle structure de PME Montréal maintenant. On a deux PME Montréal avec la Chine et les 3 qu'on est rassemblés pour le nouveau Grand Sud-Ouest, où que c'est très complémentaire. Quand on faisait le profil un peu de nos potentiels de chacun, c'est très complémentaire l'un et l'autre, on s'entrecroise, puis moi je crois foncièrement que ce type de dynamisme-là, où qu'on peut aller chercher autant le commerce de détail ou la petite entreprise qui est un vecteur d'employabilité énorme et une stabilité au niveau économique, et la grande entreprise qui vient justement rajouter une force économique puissante que l'espace que la Chine, La Salle et le Sud-Ouest ont. Nous, on est plus restreint à ce niveau-là, évidemment. On a le potentiel de développement qui va suivre au niveau des travaux, quand une fois le pont Champlain sera terminé, au niveau de l'île des Sœurs, place du commerce, on veut revitaliser le secteur. Et là, on va parler plus d'espace à bureau, où qu'on pourra peser un peu plus là, dans cet axe-là. Mais présentement, je trouve que le grand potentiel, c'est la force, c'est le Grand Sud-Ouest, le transport en commun, et les axes routiers qui nous permettent d'avoir ça, et justement notre fleuve qui permet une vie de quartier qui est assez intéressante pour un employé. Merci, M. Parenteau. Mme Barbe, les opportunités d'affaires, les zones d'emploi sur le territoire? Moi, j'ai toujours été une éternelle optimiste, alors je me range immédiatement du côté des gens qui croient qu'il y a des opportunités d'affaires intéressantes pour le Grand Sud-Ouest. C'est sûr que dans notre sous-région, dans les derniers 50 ans, nous, on a connu des hauts et des bas, mais je demeure quand même persuadée qu'il y a encore de très bonnes années de développement, ou plutôt de redéveloppement dans les années futures. On a un élément qui a toujours été en notre faveur, qui a joué en notre faveur tout le temps dans le passé, puis ça devrait être notre carte maîtresse tout le temps, c'est la formidable localisation du Sud-Ouest. Location, 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 disent les anglophones. Alors, on est situé à mi-chemin entre Montréal-Trudeau et le centre-ville. Alors, bienvenue aux investisseurs, que ce soit industriels, commercial, petite entreprise, économie sociale, manufacturière. C'est impossible de ne pas trouver chaussures à son pied dans le Grand Sud-Ouest. Vous allez me dire, ben oui, mais il y a beaucoup de travaux qui se font, là, l'autoroute 15, la 20, Turcot. Oui, c'est un fait, mais ça, c'est des travaux qui se font pour être encore meilleurs par après. Donc, les gens qui... moi, je ne m'arrête pas à ça aujourd'hui, je vois au-delà de ça. Et c'est sûr qu'actuellement, l'arrondissement qui est le plus impacté, c'est le Sud-Ouest. Mais c'est aussi l'arrondissement qui sera le plus dédommagé, parce que lorsque le Turcot sera terminé, ça s'en vient. Un coup que Turcot va être terminé... Monsieur Doré, voulez-vous ça par écrit? Mais un coup que Turcot va être terminé, là, on va avoir déménagé l'autoroute, puis il va se dégager un tout nouveau beau grand terrain qui va longer la rue Notre-Dame. Et je souhaite beaucoup de succès à mon collègue Benoît Doré et son arrondissement pour redévelopper ce terrain-là. Oui, vous allez me dire, ça se fait dans le Sud-Ouest, mais sauf qu'il va attirer là, des nouvelles entreprises. Donc, on peut penser facilement qu'il va se créer des milliers d'emplois. Donc, ce qui arrive au Sud-Ouest, ce qui profite au Sud-Ouest directement, va aussi profiter indirectement au Grand Sud-Ouest. Ça va être un effet catalyseur sur nos activités respectives à la Chine, La Salle ou Verdun. Il va y avoir des retombées économiques dans nos commerces, puis même, je dirais, sur les projets résidentiels de construction. Alors, l'avenir est belle, c'est un bel avenir qui est prometteur pour le Grand Sud-Ouest. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Doré? Ça, c'est vrai que je suis chanceux, c'est incroyable. Non, mais s'il y a un engagement du ministère que je connais pas, là, ça serait le fun. Tout de suite, sortez-le, la population attend.
C'est vrai que ça va être une occasion d'affaires incroyable, le réaménagement de la cour Turcot. Ceci dit, ça va prendre du temps. On sait que l'autoroute va être dégagée, tout ça, ça va donner des portions résiduelles, mais elle va continuer à être utilisée comme endroit vraiment de transformation et de préparation du chantier. D'une fois qu'on a fini Turcot, vous savez que le futur, hein, c'est vraiment l'échangeur Saint-Pierre. Et le temps que tout va être en train de se faire, la cour Turcot va aussi continuer à être utilisée comme endroit de bétonnière, etc. Mais c'est vrai que sur un horizon de 15 ans, 20 ans, ça va être un endroit vraiment très, très important. Et la Ville de Montréal commence déjà à regarder ça. Et je vous dis, on est davantage dans quelque chose qui se voudra éco-responsable, à grand déploiement et vraiment d'avenir. On ne sera pas dans le retour d'industrie. Ceci dit, pour l'arrondissement du Sud-Ouest, je pense qu'il faut voir à court, moyen, long terme les opportunités d'affaires. Les opportunités d'affaires à long terme, c'est les endroits qui sont présentement en planification. On a de la planification aux abords de Turcot, parce qu'une fois que les travaux vont se terminer, il faut reconstruire tous ces abords-là. Alors, il y aura des occasions d'affaires très importantes. Il y en aura également dans toute la planification du Havre de Montréal, donc du pont Champlain jusqu'au Vieux-Montréal, tout le long, là, jusqu'à Bonaventure. Ça sera vraiment, on prépare les 20 prochaines années pour des occasions d'affaires importantes. Mais à court terme, dans le Sud-Ouest, les investisseurs, on veut les attirer vraiment sur nos artères commerciales. Ça va assez bien sur la rue Notre-Dame, dans la partie Petite-Bourgogne, avec les antiquaires, tout ça, mais on voit que de plus en plus, ça s'en va vers l'ouest, et la tendance en ce moment, elle est au café et au restaurant. Or, la population n'a pas juste besoin de café et de restaurants, elle a besoin d'une rue commerciale très diversifiée. Alors, c'est pour ça qu'on va travailler avec une start-up qui s'appelle Potluck, avec d'autres également, avec la population. Puis on veut vraiment s'assurer qu'on ait une diversité commerciale très importante. Alors, des gens, là, dans les commerces de proximité, des commerces de destination, on en a besoin. Sur le boulevard Mont, c'est très diversifié chez nous, mais ça manque de restaurants. Il n'y a pas d'offre de restaurants. C'est vraiment le parent pauvre de l'arrondissement. Et surtout qu'on a un nouveau partenariat avec le Théâtre Paradoxe. C'est la conversion d'une église qui est faite en économie sociale. Mais les gens, quand ils viennent assister à des shows, puis des shows de haut calibre, là, des shows de juste pour rire, les gens se disent « Je vais aller manger avant ». Ben, il y a 2 restaurants qui peuvent les accueillir. Les autres, c'est des fast-food. Et il n'y a pas non plus de café après qui sont ouverts. Alors, tu sais, on en a besoin de ça. Dans le Pointe-Saint-Charles, la diversité, elle est là. C'est vraiment, les locaux sont encore très abordables, mais il faudra être patient parce que le bassin de population n'est pas encore assez suffisant et on est en construction avec l'immense Nord-de-Lec, l'ancien Northern Electric. Alors, il y a vraiment sur les artères commerciales, là, c'est le moment de venir investir chez nous. Et je termine avec Griffintown. Griffintown, c'est vraiment là, la place pour tous, que ce soit des commerces jusqu'à l'industrie, nouvelles technologies, la proximité du CUSUM également. On pense souvent que le CUSUM, c'est juste dans Notre-Dame-de-Grâce, Westmount. C'est pas vrai. Si on descend un petit peu à pente, avec la même distance, on est capable d'accueillir des entreprises vraiment connexes au milieu de la santé. Alors vraiment, il y a des occasions d'affaires à court terme chez nous, très intéressantes et surtout très diversifiées, comme le disait Manon. Merci, M. Doré. M. Dauphin, les opportunités d'affaires, les zones d'emploi à la Chine? Les autres, optimisme aussi. Alors, effectivement, nous autres, comme vous savez, à la Chine, on parlait d'industrialisation, début d'industrialisation tantôt. Il fut un temps où à la Chine, il y avait 25 000 et 30 000 travailleurs et travailleuses qui venaient à la Chine à tous les jours. Dominion Bridge, Dominion Engineering, Alice Chalmers, Jenkins, nommez-les. Évidemment, cette période-là est révolue. Là, on se lance dans d'autres choses, mais on a un projet résidentiel immense sur ce secteur-là, et le zonage va être mixte. Ça n'exclura pas du commercial, ça n'exclura pas non plus l'industrie légère. Alors, juste ici à côté, à 2 minutes de marche, on parle d'un territoire de l'équivalent peut-être de 110 terrains de football qui est tout à redynamiser, tout à redévelopper. Il y a une gare qui s'en vient là à la fin de l'année, qu'on va appeler la gare du Canal, parce que le canal est à côté. Alors, tout ça est à redévelopper. Alors, on a fait faire une étude, Justin Dufour, qui est à notre table, qui est notre commissaire industriel, on a fait faire une étude par une firme qui s'appelle Demarcom. Et tout ce développement-là, là, on parle de entre 3 000 et 5 000 nouvelles unités qu'on veut construire. On parle de l'équivalent de 100 000 pieds carrés de besoins en termes de commerce et tout ça, d'affaires. 100 000 pieds carrés. On parle aussi de 90 000 pieds carrés en termes de services. Je ne prêcherai pas pour ma paroisse, mais des avocats
des notaires, des comptables. Alors, l'étude a été faite. Alors, c'est juste pour vous dire le potentiel immense à cet endroit-là. J'en reviens à la rue Notre-Dame, puis je vais être court là-dessus. Effectivement, tu passes de 30 000 travailleurs, travailleuses à tous les jours à quasiment 1000. Alors, c'est sûr que ça magasine moins sur la rue Notre-Dame. Alors, nous, on se donne des programmes pour redynamiser la rue Notre-Dame. Je vois Michel Séguin qui est avec nous dans notre table, notre nouveau directeur, Martin Savard, notre DG, Stéphanie Hull. Alors, on travaille tous en équipe pour redynamiser tout ça. On s'est donné des programmes, on a mis de l'argent de côté. Il y en a un qui s'appelle Renouveau urbain. On donne des bourses à des jeunes qui veulent venir s'installer sur la rue Notre-Dame, des bourses de 30 000 $. Il y a un nouveau programme, grâce à la Ville-Centre qui vient de sortir, Tram Commerce. J'ai su hier qu'on avait été choisi. Terminé premier. Sud-Ouest aussi a été choisi. Alors, c'est un nouveau programme qui s'en vient aussi pour améliorer les édifices sur la rue Notre-Dame. Alors, grâce à ces programmes-là, on veut relever la rue Notre-Dame. Bref, dans le Sud-Ouest, effectivement, après Turcot, on embarque dans Saint-Pierre. Fait qu'on en a encore pour 10 ans, nous autres, d'être impactés. Alors, quelle belle occasion pour avoir de l'industrie légère ici chez nous, à La Salle ou à la Chine ou ailleurs, pour ne pas avoir à traverser ce trafic-là pour se rendre au centre-ville de Montréal. Alors, nous autres aussi, on est optimistes, et puis en travaillant tous ensemble, ça va bien aller. C'est sûr que je n'aurai pas toutes les taxes que Benoît va avoir grâce à Griffintown, mais je dis ça à la blague, parce que la plupart des taxes, ça s'en va à Ville-Centre, de toute façon. J'ai déjà fait une conférence là-dessus en Bernard. Mais ceci dit, très optimiste, du beau potentiel, et puis ça va bien aller. Merci, M. Dauphin. M. Valenteau, comment les arrondissements peuvent-ils soutenir le développement économique, concrètement? Par le positivisme, premièrement, c'est que je pense qu'un arrondissement, l'arrondissement, en fait, moi, je vois beaucoup, la notion d'arrondissement, pour moi, c'est plus une gestion, j'ai un regard plus administratif d'un arrondissement. Je donne l'exemple, souvent, Verdun, on le définissait souvent Verdun pour l'arrondissement Verdun, mais ça comprend aussi l'île des Sœurs. Mais l'île des Sœurs, c'est pas Verdun, Verdun, c'est pas l'île des Sœurs non plus. Même chose, je pense, pour dans le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest, c'est pas Saint-Charles-Saint-Henri, Côte-Saint-Paul, Villemort. Alors, moi, je crois beaucoup au potentiel des quartiers en soi. Ça va beaucoup au-delà de l'arrondissement en soi. C'est les quartiers, dynamiser les quartiers. Et je crois foncièrement que l'arrondissement ne peut pas tout faire, mais peut donner le goût aux gens de faire. Puis je pense que c'est la force. On doit être vendeurs nous-mêmes comme maire ou comme conseiller dans un arrondissement pour motiver les gens à soit investir, à venir investir, puis à croire. Là, on est les premiers vendeurs. Si nous croyons notre produit, qui est notre potentiel d'arrondissement, effectivement, on va être capable d'attirer des gens, des investisseurs. Puis notre rôle, c'est souvent de soutenir les initiatives. Les projets, quand ils viennent, tantôt je donnais l'exemple de Panache et Boiron, c'est une initiative de la SDC Wellington. C'est pas l'arrondissement qui a décidé de faire, parce que premièrement, ça n'aurait pas eu le même succès, le même dynamisme, parce que c'était soutenu par des marchands qui y croyaient et qui voulaient, mais notre rôle, en fait, on ne voulait pas être rabat-joie, on a soutenu de façon importante, soit en donnant des services de la ville de différentes façons, en collaborant aussi au niveau, c'est aussi bête que collaborer au niveau de la planification des chantiers en fonction des événements qui s'en viennent durant l'été pour pas se nuire. Alors, quand il y a une synergie qui s'installe, je pense que l'arrondissement peut soutenir à ce niveau-là. Évidemment, au-delà de ça, tantôt, Claude en a parlé, le programme Commerce, c'est l'initiative montréalaise où on vient soutenir directement le développement, puis le mix commercial et le réaménagement du mobilier des immeubles. Et je reparle encore de PME Montréal qui vient soutenir localement les initiatives où on peut travailler. Et nous, justement, en travaillant, s'impliquant dans des structures comme PME Montréal, mais un peu être capable de donner des axes aussi de vision au niveau du mix commercial, des choses comme ça. Alors, l'arrondissement a un rôle de soutien concret et aussi d'ambassadeur pour le développement commercial. Je pense que c'est notre rôle qui est avant tout prédominant. Merci, M. Parenteau. Mme Barbe, quel domaine économique se démarque présentement à La Salle? Je dirais clairement celui de l'habitation. Actuellement, La Salle connaît un boom extraordinaire dans le développement résidentiel, la construction des résidences. On a en 2014 donné pour 85 millions de permis de construction et en 2015, on a donné pour 61 millions de permis de construction pour un total de 146 millions sur 2 ans seulement, mais seulement dans le secteur construction d'habitation. Mais si on prend tous les secteurs combinés, 2014 et 2015 demeurent quand même des années
record pour la salle, dans l'histoire de la salle, avec 113 millions de permis de construction, tout confondu, et 115 millions en 2015. C'est certain que pendant plusieurs années, la salle a été un peu comme la belle au bois dormant, là, au niveau du développement habitation, parce qu'on a mis toutes nos énergies sur le secteur industriel et commercial pendant 20 ans. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. En 2010, mes collègues et moi, on a fait un changement de cap et on a dit là, on va lancer le quartier en Grignon. Alors, au quartier en Grignon, ce qu'on a fait, dès le départ en 2010, on a fait les changements de zonage nécessaires pour permettre la transformation du zonage qui était à cette époque-là industriel sur plusieurs terrains dans l'est de la salle, qui jouxte le sud-ouest, et donc qui est limitrophe là, avec le sud-ouest. Et on voulait que cette transformation-là aille sur le côté résidentiel. Donc, ça devienne un zonage résidentiel haute densité, étant donné qu'on est dans un tas dans cet endroit-là. Et puis, si vous passez aujourd'hui à cet endroit-là, là, je dois vous dire qu'on est vraiment épatés. Les résultats ils ont été beaucoup plus rapides qu'on pensait, donc ça a dépassé largement nos attentes. Et quand vous allez là, juste pour voir là, la métamorphose du secteur entre le métro en Grignon et le carrefour en Grignon, c'est vraiment exceptionnel de voir la métamorphose. Puis dites-vous que ce que vous voyez là, ça représente 1/3 de ce qui est encore de la totale transformation de ce secteur-là. Alors, on voulait, nous, qu'évidemment, on passe du sud-ouest qui est résidentiel, on rentre dans la salle, c'est encore résidentiel, et on voulait établir ce TOD-là, l'exploiter au maximum. Donc, à terme, ce sera plusieurs centaines de nouvelles familles qui vont venir habiter à la salle, soit dans les condos qui sont en construction, ou soit dans les maisons qui ont été laissées libres par des propriétaires qui ont fait le choix d'aller habiter dans des condos. Une autre question pour vous, Mme Barthes. Quel est l'impact des travaux de reconstruction du complexe Turcot sur les affaires et l'emploi à la salle? En fait, un chantier d'une telle ampleur, là, moi, je pense qu'il faut l'analyser en 3 temps. Il y a le avant, il y a le pendant, puis il y a le après. Rapidement, avant, on en a entendu parler longtemps que ça s'en venait, les travaux. Il y a bien du monde qui ont eu peur avec ça. Il y a sûrement eu des investisseurs au niveau industriel ou commercial qui se sont dit « Non, je ne m'en vais pas dans ce coin-là investir avec tous les travaux pendant 10 ans, et 10 ans, finalement, ça va être 15 ans. Non, je ne m'en vais pas là. » Mais je pense que les investisseurs les plus sérieux qui ont regardé les plans du gouvernement du Québec, du ministère du Transport, qui ont vu la transformation, que sera le Turcot après, je pense que les peurs ont été dissipées parce que je me fie au travail que fait actuellement, en fait, que faisait le développement économique La Salle. Aujourd'hui, PME, Montréal, Grand Sud-Ouest, ils ne chôment pas. Donc, je ne crois pas qu'on a connu de ralentissement dans les gens qui ont voulu venir s'installer chez nous dans le Sud-Ouest. Maintenant, c'est sûr que là, on est dans le pendant, parce que là, c'est des travaux qui se font actuellement. Je dois dire très humblement que je suis surprise parce que ça va assez bien. Le ministère du Transport fait un excellent travail en termes de communication, communique avec les arrondissements, communique avec sa population via les journaux. Chez nous, à la salle, on doit recevoir minimum 2 à 3 communiqués par semaine pour dire ben là, il y a cette reconfiguration-là, ça c'est fermé, ça c'est ouvert, ça va être allongé. La communication, on en a beaucoup et la population est au courant aussi. Le après, ce qui est encore le plus important, comme je le disais tantôt, ce que ça va donner à la fin, pour nous, spécialement à la salle, c'est la bretelle en Grignon. La bretelle en Grignon, je l'ai répété souvent, la journée qu'on l'a inaugurée, le lendemain était, en anglais, jammy, était congestionnée. Peut-être qu'à cette époque-là, il y a peut-être des gens dans la planification qui avaient soit manqué de vision ou qui avaient mal évalué les besoins, mais la bretelle en Grignon n'a jamais été très, très efficace. Alors, d'avoir une nouvelle bretelle en Grignon qui va permettre aux utilisateurs d'aller directement sur l'autoroute, quelle que soit la direction qu'ils veulent prendre, est ou ouest, c'est un plus. C'est un plus pour notre pôle commercial en Grignon-Newman, qui est un gros pôle, qui est le plus gros pôle commercial du Grand Sud-Ouest. Et ça va être de l'air pour ce pôle commercial-là, mais c'est aussi important pour toutes nos compagnies industrielles qui ont du transport à faire, transport de marchandises à partir de leur industrie. Actuellement, ils perdent énormément d'argent sur la productivité parce que les camions sont pris dans des bouchons de circulation. Alors, avec la nouvelle bretelle, ça va être terminé, ce chantier-là sur Turcot. Ça va donner un nouvel élan au pôle commercial en Grignon-Newman. Ça va aussi faciliter le travail des entreprises sur le territoire. Merci, Mme Barbe. Monsieur Doré, comment tirer profit des travaux majeurs de reconfiguration des transports dans la région?
Oui, c'est assez complémentaire à ce que vient de dire Manon. Dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour l'instant, en tout cas, les gens, là, c'est vraiment un acte de foi de penser que l'ensemble des travaux qui sont vécus à la fois pour le pont Champlain, l'autoroute Bonaventure, la 720, la 20 et puis la 15 sont toutes en construction, toutes en même temps. Le Sud-Ouest, c'est où? En plein centre. Alors, pour l'instant, c'est sûr que c'est un acte de foi. C'est un acte de foi de la part de la population, mais des investisseurs aussi, parce que même si le MTQ s'est grandement amélioré dans ses communications, dans sa collaboration avec les arrondissements, il n'en reste pas moins que les accidents augmentent, qu'il y a de plus en plus de trafic, que le camionnage lourd, parce que le camionnage lourd, les entrées de chantier sont directement dans les secteurs résidentiels du Sud-Ouest. C'est vraiment, les gens, ça rentre en face de chez eux, en face du parc, en face de l'école. C'est l'entrée du chantier, passe 200 camions, puis c'est comme ça à chaque jour, puis 5 jours, puis 6 jours, puis des fois 7 jours sur 7, plus des travaux de nuit. Disons qu'il faut vraiment penser que ça va donner quelque chose de bien. Ceci dit, il faut être positif. Puis c'est vrai que les infrastructures, quand ils vont être améliorées, d'autant plus qu'on prévoit du transport en commun dans les infrastructures routières. C'est pas juste d'agrandir, d'élargir puis de faire qu'il y aura plus d'autos, plus de camions. C'est qu'on va aussi intégrer du transport en commun. Ça fait en sorte que pour le pont Champlain, c'est majoritairement chez Jean-François, mais il y a quand même des aménagements beaucoup et très intéressants sur les connexions entre Verdun et le Sud-Ouest qui vont être grandement améliorées. L'autoroute Bonaventure, c'est une cicatrice urbaine incroyable entre le Vieux-Montréal puis la nouvelle zone de Griffintown qui a été très longtemps industrielle, une espèce de no man's land avec des cours de ferraille, etc. Puis là, maintenant, on a des start-up, on a quelque chose comme 200 start-up juste dans l'édifice du Santec puis du Ingo dans l'ETS. Alors vraiment, c'est un milieu de vie. Quand ça va être enlevé Bonaventure, puis qu'on va être capable d'animer le centre, puisqu'il y a des grandes zones verdies, là, des parcs qui vont vraiment être faits de part et d'autre du boulevard urbain, un peu comme on le voit en Europe. Bien, le défi, ça va être l'animation, mais c'est sûr que ça va éliminer cette cicatrice urbaine-là. C'est la même chose pour l'échangeur Turcot. L'échangeur Turcot, c'est d'une laideur incroyable. On n'a pas entretenu cette infrastructure-là, puis elle est finie au bout de 50 ans. Ça nous coûte des dizaines de millions de dollars à chaque année juste la maintenir en place en attendant d'avoir la nouvelle infrastructure. Mais la planification qui est en cours en ce moment avec le plan de développement urbain, économique et social de Turcot, qu'on a annoncé en 2013, dont les consultations publiques avec le CPM sont en cours, bien, ce qu'on veut faire, c'est une passe de judo. Hein? C'est de dire, on est pris avec cette affaire-là. Pour certaines parties, c'est des améliorations. Pour d'autres, c'est une occasion totalement ratée d'avoir fait de la connexion entre les quartiers. C'est enclavé de partout. C'est enclavé avec le CN, c'est enclavé avec le canal de la Chine, c'est enclavé avec les autoroutes. Circuler dans le Sud-Ouest, là, c'est difficile, dépendamment des quartiers. Mais la planification qui est en cours avait justement à prendre l'occasion que nous donne le ministère des Transports, puis de réinvestir massivement et d'attirer aussi des investisseurs. Alors, c'est une profession de foi, mais en même temps, on se donne les outils pour les réaliser. Le prix à payer pour le progrès, c'est ça? En attendant. Que Dauphin, en tant qu'administration, que faites-vous pour aider les gens d'affaires à profiter de ces opportunités? Dans un premier temps, à la Chine, puis il y a des gens d'affaires qui ont fait affaire avec la Chine, là, on a fait un gros changement depuis quelques années, c'est qu'on a un nouveau DG, Martin Savard, un nouveau directeur, je vais parler local, c'est que les gens d'affaires, puis Louis Martin dans la salle m'en a parlé plusieurs fois, c'est qu'on avait des gens d'affaires qui venaient à la Chine, qui voulaient investir à la Chine, qui voulaient profiter des occasions à la Chine, c'est-à-dire Richard. Puis malheureusement, j'entendais toujours des échos assez négatifs. C'était difficile. Non seulement au niveau de la réglementation, mais il n'y avait pas d'approche client. Donc là, on s'est assuré depuis un certain temps qu'il y a une approche client, que quand la personne d'affaires arrive chez nous, qu'elle soit bien reçue. Je sors souvent l'exemple de la machine en café, hein, expresso. Alors, on va lui offrir un café expresso parce que c'est des investisseurs qui veulent investir chez nous, créer de l'emploi chez nous. Alors, on a fait des gros changements dans un premier temps en termes de la direction de cette section-là. Ça va beaucoup mieux depuis ce temps-là. Ça, je voulais dire ça dès le départ. Alors, comment profiter? Alors, on en a un peu parlé tantôt. Nous autres, évidemment,
du territoire à redévelopper, on en a en masse, opportunités pour les gens d'affaires. Votre prochaine question, je pense, va toucher aussi aux impacts de Turcot, comment en profiter. Hein? On peut faire les deux en même temps. Alors, on peut faire les deux en même temps, parce que je vois ça venir. C'est que, effectivement, comme je l'ai mentionné tantôt, on peut capitaliser là-dessus. Profitons-en parce qu'on en a pour 10 ans. Après ça, c'est l'échangeur Saint-Pierre. Alors, les opportunités sont là. On a changé l'approche chez nous pour que les gens aient une approche client. Alors, je suis convaincu que ça va être des opportunités en or. Turcot, Benoît en a parlé tantôt, c'est vrai, on aurait dû l'entretenir mieux que ça. Moi, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où on tient avec la broche le béton. Hein? Alors, on voit ça, nous autres, depuis 10 ans à Montréal, là, que c'est plein de broches à poule pour tenir le béton qui est en train de tomber. Fait qu'on n'a pas le choix. Hein? Faut investir 3,5 milliards. Il faut refaire cet échangeur-là. Et puis, ça va être beau après. On est prêt à payer, mais je suis convaincu que ça va être beau après. Alors, je pense qu'il faut investir là-dedans. Ça nous donne une idée des nouvelles infrastructures. Là, heureusement, il y a un gouvernement qui vient d'arriver, qui veut mettre le paquet dans les infrastructures. Les taux d'intérêt sont bas. C'est sûr que ça va coûter, 30 milliards par année de déficit, mais en tout cas, peu importe. Notre ratio dette-PIB est bon. Alors, il faut investir dans nos infrastructures. Ça va créer de l'emploi. Créons de l'emploi chez nous. Il y a des gens d'affaires dans la salle qui vont en profiter. Mais d'abord, je reviens là-dessus. Ça prend une approche client. Une personne d'affaires, c'est une personne que tu dois recevoir dans Watt et non pas recevoir ça comme d'un jeu de quilles. Merci beaucoup. M. Dauphin, merci. Monsieur Parenteau, en terminant, un petit coin de pays qui s'appelle le quartier des Sœurs, qui est juste à côté du pont Champlain. La perception et la réalité pour vous, parce que il semble que les gens qui sont à l'extérieur du territoire de l'île pensent que c'est pas le temps d'aller là. Vous en pensez quoi? Ben, c'est un peu la même perception que mes collègues ont tous connue par rapport aux travaux, l'appréhension d'avant les travaux, la réalité pendant et l'exécution. On le voit, nous, à l'île des Sœurs, les gens disaient, même que j'ai eu une rencontre récemment avec les courtiers immobiliers du secteur de l'île des Sœurs, je les ai rassemblés un matin pour un déjeuner pour leur ramener les statistiques. Comme j'ai un passé dans l'immobilier, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette rencontre-là. Dans le fond, c'est un pep talk que je leur donnais avec les statistiques, les chiffres, la réalité, puis d'arrêter de parler des inconvénients, mais de plutôt vendre l'opportunité d'investir et d'acheter à l'île des Sœurs en ce moment. Parce que les contraintes qui sont là, oui, il y a un chantier, des travaux, mais dans les faits, les contraintes, les bouchons, les gens de l'île des Sœurs ne le vivaient pas nécessairement, à part à une ou deux reprises dans le passé où que c'était même pas relié aux travaux en soi, c'était la Société des ponts qui changeait les joints de dilatation là, du pont, mais ça, ils le font de façon récurrente. C'est là qu'on avait eu des impacts, mais sinon, c'était justement de ramener la réalité, aller au-delà de la perception. Puis dans des grands chantiers comme ça, qu'on parle de communication, le nerf de la guerre est à ce niveau-là. Je crois que les entrepreneurs, les gens doivent bien communiquer. C'est la clé, parce que oui, il peut y avoir un impact justement à cause de la perception. Alors, nous, on le fait, mais c'est surtout vendre l'opportunité de vivre dans un milieu. Le Grand Sud-Ouest va rayonner tantôt de plein feu avec tous les investissements, le décloisonnement de nos quartiers qui va faire en sorte qu'il va y avoir une interaction, un échange et location comme disait Manon. Ça va être la place à vivre tantôt, puis ça va être tantôt, c'est demain matin parce que ça va aller quand même assez vite. Merci. Pensez presque tous de la même façon. On est tous là pour développer le sentiment de fierté et d'appartenance à chacun de nos territoires. Même si on est tous Montréal aujourd'hui, je pense que cette identité-là demeure importante. Je ne sais pas si ce sera là encore longtemps, mais pour l'instant, ça fonctionne. Je vous remercie de vous être prêtés à cet exercice. J'ai trouvé ça très dynamique. Je ne sais pas si vous avez aimé ça, mesdames, messieurs, cette façon où chacun est intervenu.